Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, Donc, madame. bonsoir. Ce soir, on va terminer le module. Je vais entamer avec vous le deuxième module qui est la thérapie génique, un module qui fait intégrer, qui fait partie de la nouvelle biotechnologie. Donc, je vais traiter les nouvelles approches thérapeutiques. Donc, commençons par l'historique de la thérapie génique et le repère historique de la thérapie génique. Donc, c'est un concept qui est né en 1970 par Roger. Donc, ce concept, il a comme principe que le bon ADN exogène pourrait être utilisé pour remplacer un ADN défectueux chez des personnes atteintes de défauts génétiques. Donc, c'est pour remplacer un ADN défectueux par un bon ADN ou bien un ADN qui fonctionne normalement. Donc, le premier essai clinique de la thérapie génique était en 1990 par French Anderson. Donc, après, il y a le premier succès thérapeutique en 2000 par Alain Fischer, donc pour traiter une maladie génétique. Donc, la première réussite, donc, sont les bébés qui sortent de leur bulle. Donc, les médecins de l'hôpital Necker de Paris ont réussi à traiter par thérapie génique 4 enfants bulles, donc qui sont atteints de déficit immunitaire combiné, qui est une maladie dont les symptômes sont sévères. Donc, cette première mondiale, bien cette première réussite mondiale qui reste à savoir si la guérison est temporaire ou est définitive, et cela ne peut être justifié ou bien ne peut être montré que par le temps. Donc, pour définir la thérapie génique, donc c'est une méthode visant à traiter une maladie en modifiant pardon, parce que je suis obligée de faire admettre vos collègues. Donc, comme j'ai dit, c'est une méthode qui vise à traiter une maladie en modifiant l'information génétique c'est une administration unique d'une version qui est corrigée d'un gène qui résulterait de façon définitive en une correction du déficit génétique. Ça veut dire euh, corriger une correction de la maladie. Donc, si on a un gène qui est défectueux, donc la thérapie génique, c'est de remplacer, ou bien de corriger ce gène défectueux par un autre qui a la fonction de corriger cette maladie responsable provoquée par ce gène défectueux. Donc, la thérapie génique permet de remplacer à l'intérieur des cellules malades les allèles défectueux qui sont responsables de la maladie par un gène qui fonctionne. Donc, le principe de la thérapie génique, c'est consiste à introduire dans une cellule cible un gène d'intérêt thérapeutique afin qu'il produise soit une protéine manquante, ça veut dire une cellule déficiente, ou bien de produire un signal qui conduira à la mort de la cellule qui est cellule infectée ou bien cellules cancéreuses. Donc, c'est faire entrer les cellules, remplacer la cellule malade par une cellule qui est déjà corrigée dans l'ADN ici en bleu,
qui est corrigé et le faire insérer ou bien injecter au malade pour faire une fonction normale de ce gène. Donc, les objectifs de la thérapie génique, c'est introduire un nouveau gène pour pallier les effets d'un gène qui est défectif. Donc, l'exemple des ordres héréditaires en général, les maladies génétiques qui se transmettent d'une génération à une autre. C'est aussi introduire un gène normalement absent du génome humain, donc l'exemple de vaccination. Donc, la vaccination, dont le principe est introduire un gène qui n'existe pas, que le gène humain ou bien le gène de l'ADN humain ne peut pas le produire. Donc, introduire aussi un gène cellulaire dans le but d'augmenter le niveau de son expression. Ça veut dire si on a un gène qui s'exprime mal, donc on peut le corriger par un autre gène dont la surexpression est élevée. Et réduire aussi à la fin l'expression délétère d'un gène, les oligonucléotides antisens. Donc les stratégies de transfert de gènes, elles se fait premièrement par sélectionner un gène d'intérêt. Il faut d'abord sélectionner le gène qu'on veut le corriger. Il y a le gène défectueux dont la possibilité est de le corriger. Deuxièmement, choisir un vecteur efficace de transfert selon les séquences à transférer. Ça veut dire si on trouve le gène défectueux, on doit choisir la technique par laquelle on doit le corriger. Et dans ce cas, c'est choisir le bon vecteur. C'est un vecteur, c'est un outil de transfert. Le transfert ciblé, soit un gène ou bien un patient. Donc, les deux voies de la thérapie génique, il y a la voie soit il est in vivo, donc il se fait directement, une injection directe dans le corps humain, ou bien voie de ex vivo, ça veut dire faire un changement à l'extérieur de du corps humain, donc prélever les cellules malades, faire une culture cellulaire et insérer le gène corrigé et faire une culture cellulaire et après le réinjecter au corps humain et attendre le fonctionnement de ce gène corrigé. Donc, les classifications, donc selon les types de cellules affectées, on peut classer la thérapie génique en deux grandes catégories. Donc, il y a la Excusez-moi, thérapie. madame. Oui, Je m'excuse pour l'interruption. Est-ce oui, qu'il y a des étudiants qui veulent parler, si tu veux l'accepter? j'ai pas bien entendu. Comment, madame? J'ai pas entendu. Mais elle demande une acceptation bien, pour l'accès. Mais j'admets tout ce que quand quelqu'un me demande de l'admettre, je fais OK. Donc, je n'ai personne dans la salle d'attente. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Euh, Donc, selon les types, il va essayer d'accord, je participer vais. juste. Donc, selon les types de cellules affectées, on peut classer la thérapie génique en deux grandes catégories. Donc, il y a la thérapie de la ligne germinale et la thérapie de la ligne somatique. Donc, puisqu'on a deux types de lignes, c'est germinale et somatique. Donc, la thérapie de la ligne germinale consiste à modifier les cellules, consiste à modifier les cellules germinales, ce qui sont des cellules reproductrices. Donc, ce qui signifie que les modifications génétiques subséquentes seront transmises à la descendance du patient. Ça veut dire qu'elle est héréditaire. Elle se transmet
d'une génération à la génération descendante. Donc, la thérapie de la ligne somatique donc, implique l'altération de cellules somatiques, ce sont des cellules non reproductrices du corps, donc comme l'exemple les cellules de la peau, le cerveau ou bien les muscles. Donc, cette manipulation génétique n'affectera que l'individu lui-même. Donc, ça veut dire que l'individu chez lequel on a effectué ces changements, donc elle n'est pas transmissible d'une génération à une autre et par conséquent, elle n'est pas héréditaire. Donc, la thérapie de la ligne somatique est le seul type actuellement envisagé pour les êtres humains. Donc, les chercheurs n'ont pas pu faire des essais sur la ligne germinale. Donc, la modalité de la thérapie génique, donc pour la thérapie génique germinale, donc elle est non envisageable chez l'homme, donc parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'éthique, ça veut dire question de droits de l'homme. Donc, il y a utilisation courante chez l'animal, c'est le cas de la transgénèse. Pour thérapie génique somatique, donc il y a différentes modalités. Comme j'ai déjà dit, il y a la thérapie génique in vivo. Donc, il y a un transfert direct. Donc, soit il est systématique, soit il est tissulaire ou bien organique. Donc, le vecteur qui a déjà le gène corrigé va être injecté directement dans le corps humain et attendre le résultat par la suite. Pour la thérapie génique ex vivo, ça veut dire déjà ex vivo, ça veut dire à l'extérieur. Donc, le vecteur contenant l'ADN, ou bien contenant plutôt le gène corrigé. Donc, il y a transfert de gènes et modification des cellules souches ex vivo qui euh, euh, vont être multipliées pour la technique de la culture cellulaire. Et après, il y a réimplantation de ces cellules dans le corps humain et aussi attendre le résultat par la suite. C'est selon le temps du fonctionnement de ce gène. Pour Désolé, la madame. suite, Qu'est-ce qu'on utilise comme vecteur? on va voir ça. C'est juste après. On va voir les différents types de vecteurs. D'accord? D'accord. C'est juste après. Donc, les aspects techniques, donc, on a une méthode qui est en 4 étapes. Premièrement, il faut isoler et cloner le gène d'intérêt thérapeutique. Ça veut dire qu'il faut savoir le problématique, c'est détecter, bien identifier les gènes défectueux et tout ce qu'on va faire comme solution pour corriger ce gène. Donc, deuxièmement, il faut réaliser un vecteur chargé d'amener le transgène dans le noyau cellulaire. Ça veut dire doit être un bon transporteur. Ça veut dire c'est un vecteur qui doit être efficace pour faire le transfert de gènes corrigés. Troisièmement, on doit administrer le vecteur. Cette administration se fait selon 3 protocoles différents. Et enfin, il faut vérifier l'intensité et la durée de l'expression du gène thérapeutique, mais aussi les effets secondaires éventuels. Donc, première étape, c'est l'isolement et clonage du gène d'intérêt thérapeutique. Donc, grâce aux connaissances relatives au génome humain, on peut parvenir facilement et rapidement à isoler un gène et à le cloner. Donc, selon les techniques maintenant de la biologie moléculaire et de la PCR, donc on peut faire cloner et faire travailler, exprimer un gène facilement. Il y a différentes techniques qui sont très, très efficaces. Donc, après, il y a la deuxième étape, c'est la réalisation d'un vecteur amenant le transgène dans le noyau de la cellule cible. Donc, tu as parlé les types, quel vecteur, maintenant, je vais traiter les différents vecteurs et leurs caractéristiques aussi et comment choisir un bon vecteur. Donc, le vecteur généralement utilisé est un virus, donc soit un adénovirus, soit un rétrovirus, ça veut dire
selon qu'il a un matériel génétique comme matériel génétique, un ADN ou bien un ARN. Donc, la deuxième, pour produire ces vecteurs viraux, on utilise des cellules modifiées. Donc, ce sont des cellules d'encapsidation. Ça veut dire il y a des cellules qui permettent l'encapsidation et pour le bourgeonnement pour se multiplier. Donc, ces cellules expriment normalement les protéines virales, formant la capside de la façon stable. Donc, en l'absence de génome viral, elles ne produisent que les particules virales vives. Donc, ici, on a le gène, on a premièrement le gène thérapeutique qui est corrigé. On a le gène, on a le vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer notre gène dans le virus qui est déjà déficient. Donc, on va enlever la partie active du virus et on va insérer notre gène thérapeutique. Donc, après, on va l'insérer, bien l'injecter à une cellule d'encapsidation. Donc, et après, il y a cette cellule d'encapsidation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va former comment dirais-je, former ce gène ou bien ce matériel génétique va être formé dans une capsule. Donc, il va faire la multiplication normale. Et bien sûr, il y a des gènes viraux qui sont nécessaires à la fabrication de particules virales. Et après, il y a la libération de notre vecteur. Donc, l'introduction dans ces cellules d'une construction génétique, c'est le génome viral plus le gène thérapeutique, donc conduit à la formation de particules virales complètes contenant le vecteur, mais il est il a comme fonction inactive du virus. Donc, quel vecteur? Ça veut dire quel type de vecteur qu'on doit choisir. Donc, aujourd'hui, l'évolution de la thérapie génique repose essentiellement sur le développement du système de transfert de gènes. Donc, ils doivent être sûrs, efficaces, spécifiques à un type cellulaire. Ça veut dire chaque vecteur, on peut pas un vecteur quelconque, on peut l'insérer à une cellule, n'importe quelle cellule. Donc, chaque cellule a un vecteur qui lui est spécifique. Donc, il doit aussi être capable de fonctionner dans des cellules qui ne se divisent pas en assurant la stabilité de l'expression du gène d'intérêt thérapeutique. Ça veut dire qu'on doit protéger, on doit faire tout pour protéger notre gène thérapeutique. Donc, de plus, leur production industrielle doit être fiable et rentable. Donc, les différents types de vecteurs, il y a les vecteurs viraux. Donc, ce sont des virus qui sont transformés, comme l'exemple de rétrovirus, adénovirus et les virus associés à un adénovirus. Il y a aussi les vecteurs non viraux. Donc, il en existe deux classes principales. Il y a l'ADN plasmidique et les vecteurs synthétiques, comme l'ADN nu, l'ADN complexe adélépide cationique, ou bien l'ADN condensé par des polymères cationiques et insérés dans des liposomes. Donc, il y a aussi les méthodes physiques, donc sont des électroporations et injections sans aiguille. Donc, ce sont les trois types de vecteurs utilisés pour pour insérer un gène thérapeutique. Et bien sûr, ces vecteurs, chaque vecteur est spécifique à une cellule, un type de cellule. Donc, pour les vecteurs viraux, donc, sont particulièrement efficaces pour délivrer leur information génétique. Donc, comme j'ai dit, soit des adénos, soit des rétrovirus dans des cellules spécifiques. Donc, aujourd'hui, approximativement 2/3 des protocoles cliniques de thérapie génique utilisent un vecteur d'origine virale. Donc, pour le transfert de gènes chez l'homme, les virus sont classés en deux catégories. Donc, il y a deux types de catégories des virus qui permettent le transfert de gènes
chez l'homme. Donc, il y a les virus lytiques, donc ont un cycle reproductif très court qui aboutit à la destruction des cellules infectées. Donc, ils ont un cycle reproductif qui est très court. Pour les virus non lytiques, donc ils sont produits par bourgeonnement, donc des virions, à partir des membranes plasmiques des cellules infectées et pendant un laps de temps prolongé. Donc, les lytiques a un cycle reproductif très court et non lytique a un système de bourgeonnement, mais qui se fait pendant un temps prolongé. Donc, les vecteurs non viraux, donc ils sont peu immunogènes, donc ce qui autorise les administrations répétées. Ils n'ont pas immunogènes, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas produire une forte immunité. C'est pour cela il faut à chaque fois les administrer pour avoir une immunité plus forte. Donc, ils n'ont pas de limite théorique quant à la taille de la cassette d'expression et ils peuvent être produits à partir de composants définis. Donc, le vecteur idéal, il a une caractéristique premièrement de protéger le gène thérapeutique, permet le transfert aux cellules, ça veut dire doit avoir un don ou bien une forte capacité de transfert aux cellules. Il doit avoir un caractère de toxicité qui est absent, donc l'absence de toxicité, l'absence de caractère immunogène et production aisée, ça veut dire doit avoir une forte surexpression pour produire une quantité assez importante de ce gène. Donc, une production facile et reproductible, ça veut dire doit avoir une production qui est répétée, une concentration importante et absence de pathogénicité liée à une potentielle d'insertion du vecteur. L'absence aussi d'induction d'une réponse immunitaire neutralisante, ça veut dire s'il y a une réponse immunitaire neutralisante, notre gène va être détruit et il y a le rejet de notre gène thérapeutique. Ciblage par le virus de l'organe et ou de la cellule adéquate. Donc, obtenir une expression efficace du gène d'intérêt et à la fin, l'introduction et l'intégration est idéale pour une expression stable et une transmission aux cellules puis. Donc, ça, ce sont toutes les caractéristiques pour choisir un vecteur idéal et un bon vecteur pour l'utiliser pour insérer un gène thérapeutique. Donc, l'exemple ici, on a les vecteurs idéaux. Il y a les virus associés à des adénovirus. Il y a les adénovirus. Il y a aussi les rétrovirus, les lentivirus et l'ADN. Donc, ils doivent être insérés dans la cellule cible et intégrer le noyau pour faire une production ou bien une surexpression de la protéine thérapeutique. Donc, la troisième étape, c'est administrer le vecteur. Donc, il existe trois grands moyens d'administrer les vecteurs pour qu'ils transportent de nouveaux gènes dans les cellules cibles. Donc, premièrement, on doit administrer les vecteurs directement ou bien après traitement et intégration du gène thérapeutique à l'extérieur par une culture cellulaire et le réinsérer dans le corps humain. Donc, le premier, c'est la thérapie génique de la ligne somatique qui est ex vivo, donc par laquelle les cellules cibles sont enlevées du corps. Donc, on l'enlève du corps et cultivées en laboratoire avec un vecteur, puis réinsérées dans le corps. Donc, en général, ce sont les cellules sanguines, ce processus est réalisé à l'aide de cellules sanguines car ce sont les plus faciles à enlever et à réintroduire.
Donc, la deuxième solution, c'est la thérapie de la ligne somatique in situ. Donc, consiste à placer directement le vecteur dans le tissu touché. Donc, ce processus est employé pour traiter la maladie de la mucoviscidose, qui est une fibrose kystique, donc par infusion directe du vecteur dans le branche des poumons, détruire les tumeurs, le cancer, exemple du cancer du cerveau, et traiter la dystrophie musculaire. Donc, la troisième option, donc, est la thérapie de la ligne somatique in vivo. Donc, elle consiste à injecter le vecteur portant le gène d'intérêt thérapeutique directement dans la circulation sanguine, celui-ci devant atteindre spécifiquement les cellules cibles. Donc, c'est in vivo. Donc, le vecteur est injecté dans le courant sanguin. Donc, le vecteur inséré dans le vecteur sanguin et peut trouver et insérer de nouveaux gènes uniquement dans les cellules pour laquelle il a été spécialement conçu. Donc, bien qu'il n'existe actuellement aucun traitement in vivo disponible واش انت يا حمقى ولا مالك؟ dans ce domaine, s'il vous plaît, les micros. Dans ce domaine, rendra la thérapie génique fort attrayante. Donc, dans ce cas, le vecteur conçu pour traiter notre patient imaginaire pourrait être injecté dans un vaisseau sanguin de son bras et se rendrait jusqu'aux cellules du cerveau. Donc, il y a une injection de notre vecteur dans le sang et il va être transmis jusqu'à la tumeur qui se trouve dans le cerveau infecté. Donc, la quatrième étape, c'est la vérification de l'expression du gène thérapeutique. Donc, pour infecter une cellule, donc la particule virale se fixe d'abord dans la membrane cellulaire et les gènes viraux sont libérés dans le noyau et qu'ils soient intégrés ou non au génome cellulaire. Donc, ils utilisent la machinerie de la réplication de la cellule pour produire de nouvelles particules virales. Ces dernières pourraient aller infecter d'autres cellules. Donc, c'est le cycle normal ou bien le cycle de vie d'un virus naturel. C'est et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il infecte presque toutes les cellules. Donc, pour vérifier l'expression du gène thérapeutique, donc il y a le cycle de vie d'un virus naturel, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et il y a après le cycle de vie d'un vecteur idéal pour la thérapie génique. Donc, on va utiliser la machinerie du virus pour pour ne pas produire des protéines virales qui sont indésirables, mais pour avoir des protéines thérapeutiques et donc pas de nouvelles particules virales. Donc, c'est un exemple de thérapie génique chez l'homme. Donc, traitement conventionnel. Donc, il y a transplantation allogénique. Donc, il n'y a pas de rejet des cellules transplantées. Il y a perte de progéniture en 10 ans. Donc, une réversion spontanée. Il y a restauration d'une séquence sauvage au moins délétère et la thérapie génique. Donc, en résumant, donc il y a l'acide nucléique qui est exogène, transfert il y a la cellule qui fonctionne anormal, ça veut dire il y a un gène qui est défectueux. On va utiliser un transfert de gènes par des vecteurs. Ces vecteurs sont soit viraux, qui est dérivé de virus sauvages, ou bien qu'ils ont une efficacité importante, immunogène ou toxique. Il y a les non-viraux, donc ce sont des méthodes physiques et ou chimiques les moins efficaces, mais mieux contrôlées. Donc, les non-viraux sont moins efficaces que les viraux, mais ils sont contrôlés pas comme les viraux. Donc après, on aura une fonction normale qui est rétablie avec correction d'un déficit ou apport d'une fonction nouvelle.
Pour les domaines d'application de la thérapie génique, donc en 2005, il y a 954 essais cliniques autorisés. En 2009, 1537. En 2012, il y a 1843 essais cliniques autorisés. Donc, il y a parmi ces essais, il y a 65% qui sont dans le domaine de la cancérologie et 8% dans les maladies monogéniques. Donc, à ce jour, peu de véritables succès thérapeutiques, ça veut dire une dizaine. Il n'y a pas d'application systématique en routine, ça veut dire il y a difficile à pratiquer. Initialement destiné pour aux maladies génétiques, qui est le mycoviscidose, pathologie du système immunitaire et remplacer le gène altéré, puis l'extension du champ d'application aux maladies polyfactorielles. Il y a pathologie acquise, il y a cancer, maladies infectieuses, pathologie cardiovasculaire, etc. Il y a les cancers, l'infectiologie. Donc, il y a plusieurs domaines pour appliquer la thérapie génique. Donc, soigner ou en utilisant ou en modifiant un ou plusieurs gènes. Plus largement, il y a invasion de la génétique dans la thérapeutique. Ça veut dire une application très forte ou bien très importante de la génétique dans la thérapeutique. Fabrication de médicaments et de produits humains, remplacement des gènes défectueux, thérapeutique anticancéreuse qui est très la plus utilisée, la plus fréquente, les facteurs d'angiogénèse, utilisation des cellules souches et faire des appliquer et corriger les gènes défectueux, clonage thérapeutique et reproductif, la thérapie génique et vieillesse, ça veut dire dans le problème de vieillesse, on utilise aussi la thérapie génique par les micro-ARN et les interférences de l'ARN et l'ARN. Pour la fabrication de médicaments et de produits humains, il y a transfection de gènes humains à des micro-organismes comme le colibacille et les vures. Ce sont des outils pour faire transfecter des gènes humains et les utiliser pour savoir leur fonctionnement. L'exemple de l'insuline et certains vaccins, donc on utilise des micro-organismes. Pour la transgénèse animale, la production de médicaments et de substances humaines dans le lait de mammifères. Il y a les animaux aussi donneurs d'organes pour l'exonogreffe. On utilise aussi, c'est une technique de la thérapie génique. Pour le remplacement de gènes défectueux dans les maladies monogéniques, en connaissance du gène en cause, de ses mutations souvent nombreuses et de sa localisation. Donc, c'est le plus important, c'est savoir les gènes en cause et leur mutation, les différentes parties défectueuses d'un gène. Amener dans la cellule le gène normal, actif, et il y a le problème des vecteurs, ils doivent être soit viraux, les rétro et les adénovirus, ou bien semi-artificiels, ou bien semi-artificiels, ou bien on peut dire aussi qu'ils sont non viraux. Le risque, il y a le risque de pathogénicité et d'immunisation. Ce sont les deux grands risques pour amener dans la cellule un gène normal, ou bien un gène corrigé. Où se localise le gène transféré, on doit savoir aussi la localisation. Comment son activité est-elle modulée? Le gène défectueux reste en place ou bien il se déplace? Durée d'action bénéfique de ce gène corrigé, est-ce qu'elle est à une longue période à vie ou bien à une durée limitée? Le risque de carcinogénétique, ça veut dire est-ce que ce gène corrigé peut produire une multiplication aléatoire jusqu'à avoir une partie tumorale ou bien partie cancérigène. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on doit poser avant de faire transférer un gène corrigé par un vecteur à une cellule normale ou bien au corps humain. Donc, cellules sont ici l'exemple de cellules sanguines d'un patient 2 ans après le traitement. Il y a les points rouges
donc signalant la présence de la protéine corrigée. Ça veut dire que le gène corrigé, il a bien fonctionné. Donc, c'est un résultat après 2 ans d'essai. Donc, un gène pour la vue. Donc, ici, on a le gène, il y a des morceaux d'ADN et des virus qui sont rendus inoffensifs, donc sont introduits dans dans un bioréacteur ici, afin de fabriquer des morceaux d'ADN corrigés en quantité. Après, cet ADN est injecté dans les cellules humaines pour produire un vecteur qui va assurer le transport du gène. Donc, après le vecteur purifié est placé dans un sérum physiologique et injecté dans l'épithélium pigmentaire, le rétinien. Et enfin, dans quelques semaines, nous saurons si le patient a recouvré la vue ou pas. Donc, pour l'immunothérapie, il existe que doivent poser les chercheurs avant de faire l'immunothérapie. Donc, on peut séparer une immunothérapie anticancéreuse active et une autre qui est passive. Donc, pour l'immunothérapie active, a pour but d'induire une réponse immunitaire spécifique d'un ou plusieurs antigènes tumoraux. Ça veut dire qu'elle est vraiment spécifique pour quelques gènes. Donc, cette réponse est supposée durer longtemps normalement, mais pour l'immunothérapie passive consiste à fournir une quantité importante d'effecteurs, donc molécules effectrices comme les anticorps ou cellules effectrices comme les lymphocytes et cytotoxiques. Donc, cette réponse est brève et dépend d'injections répétées. Donc, soit elle dure longtemps c'est faire induire une réponse spécifique de plusieurs antigènes tumoraux, ou bien elle est brève et dans ce cas, elle dépend d'injections répétées, comme j'ai dit aussi, c'est pardon, le cas d'anticorps ou bien des cellules effectrices. L'immunothérapie anticancéreuse passive, c'est par injection d'anticorps. Donc, les effets des anticorps sont multiples. Donc, ils ont le rôle de bloquer un site fonctionnel, induire une lyse d'anticorps dépendante via le complément et induire de la cytotoxicité qui induit l'apoptose. Il y a aussi l'application efficace et validée dans de nombreux cancers hématologiques ou bien solides, en général en association avec la chimiothérapie dont il augmente l'efficacité. Ils peuvent aussi être couplés à des isotopes radioactifs ou des toxines. Citant les anticorps, il y a les anti-CD20, CD52, CD33, les anti-HOR qui neutralisent, les anti-VEGF qui ne ciblent pas directement la tumeur, mais les vaisseaux tumoraux, et les anti-OGPR, donc en ciblant les vaisseaux tumoraux, comme si on coupe l'alimentation de la partie tumorale, et comme ça, elle n'aura pas d'énergie pour se multiplier et elle se fane, ou bien on peut dire qu'elle meurt d'une façon subjective. Donc, il y a plusieurs agents d'antibiotiques qui sont utilisés dans l'immunothérapie et leur cible. Ici, il y a les HER2 récepteurs, il y a beaucoup les CD52, CD33. On utilise les cemtuzumab ozogamicine. Donc, chaque antibiotique qui a un cible spécifique. Et bien sûr, l'utilisation, l'indication pour le cancer de sein, le cancer d'intestin, colorectal, et il y a les différents types de maladies. Donc, les vaccins combinés aux cytokines, dans de nombreux modèles animaux, l'injection de tumeurs productrices
de cytokines se comporte comme un vaccin qui augmente l'immunité contre la tumeur sauvage. Donc, ici, on utilise modèles d'animaux comme vaccin pour augmenter l'immunité contre un tumeur sauvage quelconque. Donc, le principe consiste à exciser la tumeur, ça veut dire couper la tumeur, isoler les cellules, les transférer avec un gène codant pour une cytokine, les éradier, puis les utiliser pour vacciner les patients. Donc, cette approche entraîne une réponse immune contre la tumeur ou ses métastases. Il y a infiltration par des lymphocytes T, CD4 et CD8, nécrose, parfois destruction des vaisseaux tumoraux. Donc, ces approches sont extrêmement lourdes et restent très largement du domaine de la recherche clinique. Donc, l'immunothérapie passive par transfert de cellules immunes possédant une réactivité antitumorale. Donc, l'administration de cellules lymphokine activated killer cell, donc ou bien TL pour les tumeurs infiltrating lymphocytes après les avoir fait proliférer in vitro. Donc, elles peuvent encourageant chez la souris, un résultat encourageant chez la souris, mais souvent décevant chez l'homme. Donc, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu, c'est pas nous, ils n'ont pas pu encore utiliser cette technique pour l'homme parce que elle n'a pas un résultat vraiment parfait. Donc, de nouvelles approches ont été développées depuis la découverte des antigènes associés aux tumeurs. Donc, elles consistent à isoler chez les patients des lymphocytes, ça veut dire séparer les lymphocytes circulant ou infiltrant les tumeurs. Il faut les cloner, les expandre, ceux qui possèdent une forte avidité pour les antigènes tumoraux avant de les injecter. Ça veut dire sélectionner les biens qui ont vraiment une activité, bien une fonction efficace et les réinjecter. Réalisé initialement pour les lymphocytes TCD8+, c'est toxique mais courte demi-vie, et plus récemment pour les cellules TCD4+, pour plus difficile à expandre mais fonction co-stimulatrice et durée de vie plus longue. Ces lymphocytes peuvent également être modifiés génétiquement pour amplifier leur pouvoir antitumoral. Donc, il y a transfection de gènes codants pour des cytokines antitumorales, pour des récepteurs de chimiokines. Donc, comme j'ai dit, ce sont des techniques qui ont été utilisées surtout chez les animaux, bien les souris, mais un résultat efficace, mais pour les hommes, elle est décevante. Pour l'immunothérapie active, donc l'immunothérapie active ou immunisation a pour but d'immuniser les patients contre leur propre cancer. Ça veut dire c'est augmenter l'immunité du corps pour qu'il puisse protéger le corps ou bien tuer les cellules ou bien éliminer les cellules tumorales. Ça veut dire que le corps va lui-même traiter son tumeur. Donc, une des approches actuellement suivies consiste à utiliser des cellules dendritiques pulsées, donc avec des antigènes tumoraux recombinants, des extraits de tumeurs, des peptides immunodominants dérivés de tumeurs, donc infectés avec des virus recombinants, ou même fusionnés avec des cellules tumorales. Donc, ce sont les approches qui sont actuellement utilisées et ils ont vraiment un résultat qui est motivant. Une autre approche consiste à utiliser des anticorps qui vont moduler la réponse immune. Ils vont bloquer les récepteurs négatifs de la réponse immune, comme le CTLA4, qui semble très prometteur dans les mélanomes malins. Ils ont aussi bloqué d'autres voies inhibitrices, comme le PD1, ou des cytokines inhibitrices, les anticorps anti-L10 ou anti-TGFB,
ou activer des voies simulatrices, les voies de CD40 et CD137. Pour la modulation épigénétique de l'expression d'un gène suppresseur de tumeur, donc dans le cas de situation normale, il y a un gène suppresseur de tumeur. Donc, il y a ici un anticorps il y a une fonction, une transcription qui est active. Donc, il y a production de l'ARN messager et la traduction en protéines. Donc, cette protéine va faire sa fonction normale et va permettre une prolifération qui est contrôlée. C'est le cas de la situation normale. Dans le cas de situation tumorale, donc on a l'ADN, il y a le gène suppresseur de la tumeur. Donc, on a un BD, donc il y a une inhibition de la transcription et par conséquent, inhibition de la transcription et par conséquent, il n'y a pas production ni d'ARN messager, ni de traduction en protéines et donc il y a une prolifération n'est pas contrôlée, elle est anarchique. La prolifération, elle est honte et donc une prolifération anarchique, ce qui produit une tumeur. Pour les avantages et inconvénients, l'avantage principal, c'est guérir toute maladie ayant une origine génétique, cancer, mucoviscidose et d'autres maladies. Les inconvénients, cette technique n'est pas encore totalement maîtrisée. L'allèle est inséré au hasard, donc il y a l'efficacité, elle est moindre puisque l'allèle n'est pas inséré dans la position idéale, bien dans la position qu'il faut. Donc, il y a une faible efficacité. Donc, des maladies, elle est aussi, comme le leucémie, sont apparues chez les patients après avoir eu affaire à la thérapie génique. Donc, tous les patients qui ont eu affaire à la thérapie génique, ils ont développé des maladies, l'exemple de leucémie. Donc, pour conclure, les stratégies thérapeutiques pour les maladies génétiques sont des nouvelles approches prometteuses, sont les premiers succès cliniques, mais aussi premières complications. Donc, les pathologies polyfactorielles bénéficient de la recherche de nouvelles approches thérapeutiques pour les maladies monogéniques. Donc, dans le futur, les enjeux sont les aspects sécuritaires, rapport risque-bénéfice, compréhension des effets biologiques induits, une meilleure caractérisation des cellules souches, développement de nouveaux systèmes vecteurs. Donc, les progrès sont considérables, mais il faudra encore des décennies avant que se réalisent certaines applications pratiques attendues par les malades. Donc, les avancées les plus prometteuses dans les médias relevant des cellules souches adultes, de la différenciation cellulaire et de l'interférence de l'ARN. Donc, dès maintenant, la meilleure connaissance des mécanismes génétiques permet d'entrevoir des progrès thérapeutiques classiques très importants et les risques de dérivés en matière de clonage comme des médecines prédictives nécessitent une réflexion éthique citoyenne. Ça veut dire l'éthique, c'est la question droit de l'humanité et pas seulement des professionnels et des chercheurs. Et merci pour votre attention. Il y a des questions?